Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les aspects de la vie, ses hauts et ses bas. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, des réussites et des échecs. Mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Dans chaque épisode, nous partagerons des expériences et des histoires inspirantes de personnes ayant traversé des moments difficiles et qui ont réussi à trouver des clés pour avancer. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Marie a 33 ans, vous le comprendrez, et elle cherche sa place. Sa place dans ce monde un peu fou qui nous entoure, qui ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on nous a appris. Mais peu importe, Marie avance, en laissant son message la suivre. Ça ne sert à rien d'avoir peur, essayer, c'est de l'expérience. En effet, Marie a déjà eu plusieurs vies, et c'est une nouvelle qu'elle démarre aujourd'hui. Elle vous partage son expérience et son envie d'une vie équilibrée par sa passion et non par son travail. J'espère que vous apprécierez cet épisode au moins autant que moi j'ai adoré passer ce moment avec Marie. Alors bonjour Marie, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, du coup j'ai donné ton prénom, mais ton âge, ce que tu fais dans la vie, qui tu es. Bonjour Pauline, merci de faire cet entretien avec moi. Du coup, je m'appelle Marie, j'ai 33 ans et je suis de l'île de la Réunion où je suis revenue il y a à peu près 3 ans pour faire un master en biologie marine. Ok, et avant d'en arriver du coup à cette dernière étape qui t'a ramenée à La Réunion, est-ce que tu peux nous raconter un peu d'où tu viens, où tu as vécu, puisque tu as vécu à plein d'endroits différents, et comment t'en es arrivée à revenir à La Réunion? Du coup, j'ai grandi, je suis née en France métropolitaine, à Nice, et puis mes parents sont tombés amoureux de l'île de la Réunion, et quand j'avais 5 ans, ils ont décidé de faire le voyage et de venir à la base pour 5 ans s'installer, et puis en fait ça fait 25 ans qu'on est là, donc voilà, donc j'ai grandi ici jusqu'à mes 18 ans, et puis une fois le bac passé, il n'y avait pas beaucoup d'options ici, donc du coup j'ai décidé d'aller en Australie, puisque c'était un petit peu l'Australie ou le Canada, donc l'Australie ça avait l'air beaucoup plus chaud, donc c'était plus dans mes cordes, et donc je suis partie faire une licence en biologie en Australie, où j'ai rencontré mon ex-mari qui du coup est brésilien, donc en fait on a fait un petit bout de chemin en Australie où j'ai fini mes études et tout ça, et puis lui il avait monté une boîte australo-brésilienne, et du coup on s'est retrouvés à migrer vers le Brésil, donc on a vécu quelques années là-bas, et puis finalement ça n'a pas fonctionné, donc on est retourné en métropole. Donc voilà, et on est rentré, et puis finalement on s'est séparés une fois arrivé là-bas, et j'ai tourné, viré, je voyais pas trop ce que je pouvais faire, et puis avec un diplôme australien, les possibilités étaient vraiment restreintes en France. C'était pas vraiment reconnu, et du coup plutôt que de passer une équivalence ou de m'orienter vers autre chose, j'avais une amie qui m'avait dit qu'à La Réunion elle avait fait un master en biologie marine et que c'était vraiment super et qu'elle avait adoré, et puis je m'étais toujours dit que j'avais envie de revenir à habiter en tant qu'adulte à La Réunion, parce que je pense que quand on grandit ici en tant qu'enfant on n'a pas du tout la même vision de ce que c'est vraiment l'île de La Réunion. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça serait une belle opportunité. Mes parents sont toujours là, donc j'ai de la chance de pouvoir être épaulée dans les coups durs, etc. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais revenir, j'ai tout lâché et je suis revenue il y a 3 ans, donc après avoir fait mon petit tour. Et du coup t'as pas dit, mais t'as fait quoi comme étude en Australie? Donc j'ai fait une licence en biologie en conservation de l'environnement. Ok. C'est Et, tout. et du coup, après, dans toutes les étapes, les destinations que tu as pu faire, etc., du coup, tu as parlé du côté perso, mais qu'est-ce que tu as pu faire d'un point de vue pro? En Australie, donc juste après mes études, quand j'ai fini le dernier semestre et quand j'ai fini mon diplôme, j'ai travaillé un petit peu dans le laboratoire avec un de mes professeurs, parce que j'avais fait une UE extracurriculaire c'était comme un mini master, c'était une petite thèse, un petit truc, et en fait on a continué ce que j'avais commencé, donc j'avais un petit peu travaillé là-dedans, et puis après je m'étais pas mise dans la biologie puisqu'on n'était pas sûr avec mon mari qu'on allait rester ou pas.
Donc du coup, j'avais pas forcément envie de m'investir dans un métier, me lancer dans une carrière alors que j'étais pas sûre de pouvoir en avoir une là-bas. Donc j'ai donné des cours d'équitation, etc. Enfin, je me suis pas lancée dans la biologie. Et puis après, arrivé au Brésil, j'ai fait un peu de volontariat dans la biologie, dans un centre de réhabilitation pour tortues marines. J'ai fait 2-3 trucs. Mon ex-mari avait une compagnie minière, donc je suis allée avec lui sur les expéditions. Mais en vrai, j'ai jamais été du style à me poser sur un truc. J'aime bien apprendre plein de choses différentes et j'aime bien faire des choses nouvelles. Les animaux étant ma passion, je me suis prise d'amitié avec une vétérinaire avec laquelle j'allais dans les favelas au Brésil pour castrer les animaux et soigner les animaux, etc. Donc j'ai eu la chance aussi que mon mari puisse nous permettre d'avoir une vie qui ne me demandait pas obligatoirement de travailler. Donc du coup j'ai fait un petit peu ce que je voulais et c'était donc voilà, je me suis pas concentrée sur la biologie. Et après arrivé en métropole, du coup vu que mon diplôme n'était pas reconnu, je me suis pas lancée là-dedans et j'ai fait un petit peu le fait que je sois trilingue en portugais et en anglais m'a permis en fait de rentrer dans tout ce qui était l'hôtellerie de luxe, etc. Donc en fait je me suis lancée là-dedans et c'était pas ce qui m'a plu le plus. Donc après, je me suis réorientée encore une fois. T'as fait quoi en hôtellerie de luxe? J'ai été à la réception d'un hôtel qui s'appelle le Château de Berne, qui est un relais et château, 5 étoiles, dans le sud, dans le Var, et qui est très beau. Et voilà, donc du coup, j'ai fait de la réception. Après, c'était très sympa, parce que du coup, tu rencontres des gens qui sont hyper différents. Et de tous les horizons, de tous les pays. Donc c'était très sympa. Mais voilà, je trouve personnellement et professionnellement, c'était pas forcément très enrichissant. Donc du coup là, je me suis plutôt orientée après vers l'aide à la personne, dans lequel je me suis plus retrouvée finalement. C'était c'était voilà, aller chez les gens et les aider avec la paperasse, les aider quand ils allaient pas bien, les aider voilà. Donc ça, c'était plus c'est pas ma passion en soi, mais c'était plus sympa. Et puis après, voilà, je me suis retrouvée à me dire que j'avais pas vraiment une carrière prédéfinie, que c'était pas voilà, un gros tournant, un petit peu grosse remise en question dans les 30 ans où on se dit qu'est-ce que je fais, où je vais. J'avais pas d'enfant, pas de maison, pas d'attache. Je me suis dit allez go, on reprend les études et pour retrouver une carrière finalement. Et en faisant mes études en France, puisque j'avais pas fait mes études en France avant, en faisant mes études en France, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que je voulais faire. Donc et voilà. Ça a duré combien de temps du coup là, les études que tu as repris en France? Parce qu'au final, tu as fait combien d'années d'études post-bac entre l'Australie et la France? Post-bac, j'ai fait 6 ans en tout. J'ai fait 4 ans en Australie parce que j'avais fait une prépa, puisque je sortais un bac L et que j'ai fait bio. Donc je me suis dit bio plus anglais plus machin. Viens, on fait une prépa. Et puis finalement, je me suis rendu compte que la science, gros langage à part entière, donc autant l'apprendre tout de suite. Donc j'ai arrêté la prépa au milieu. Donc j'avais fait 1 an de prépa et après j'ai fait les 3 ans de licence et ensuite j'ai fait 2 ans de master à La Réunion. Voilà. Et du coup, toujours dans la biologie, au final. Toujours dans la biologie, oui, parce que en fait, finalement, ce qui me passionne, j'adore le milieu de la biologie, j'adore le milieu de la conservation, j'adore les animaux. Mais en vrai, je me rends compte que je suis pas forcément une scientifique. Enfin, je suis pas la personne qui va se retrouver derrière son ordinateur à faire des rapports toute la journée. Ça me plaît pas. Moi, je suis plus la personne sur le terrain qui va aller ramasser les animaux blessés, qui va aller planter des arbres, qui va ramasser les mégots sur la plage. Voilà. Moi, je suis plus cette personne-là. Et c'est vrai que du coup, on n'a pas besoin d'un master en biologie marine. Pour faire ça et en fait du coup voilà, je suis restée j'ai été un peu déçue, j'avoue, sur mon parcours, enfin pas mon parcours mais sur ce que non, les débouchés en fait il y en a, c'est juste qu'il y en a pas ici et moi j'avais envie de rester un peu à La Réunion, ayant beaucoup bougé du coup. Et puis là je suis toute seule, donc c'est vrai que rebouger et tout, non, j'avais envie de rester un peu à La Réunion et c'est vrai que du coup à La Réunion il n'y a pas énormément de débouchés, c'est très fermé comme milieu et bon, c'est pas grave. Je m'ouvre à autre chose et. Mais au final, tes études t'ont pas, même si c'était en biologie, t'ont pas empêché de travailler dans d'autres domaines. Non. Jusqu'à présent. Non, jusqu'à présent, je pense que
je pense que mon développement personnel et puis ma vie personnelle m'a plus aidé à trouver du boulot finalement. Mes expériences, etc. M'ont plus aidé à trouver du boulot que mon diplôme qui finalement ne m'a jamais apporté quoi que ce soit professionnellement parlant. Non, jamais. C'est la première leçon que tu tires en fait, c'est voilà. tes études n'ont pas servi à grand chose. Alors elles ont servi dans le sens où j'ai appris des choses et je pense que ça a été une expérience personnelle aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, je pense que j'ai appris une méthode de travail, j'ai appris à être organisée, j'ai appris qu'on fait pas forcément ce qu'on veut dans la vie et que voilà, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont pas bien, à devoir travailler en équipe parce qu'à la fac on te force à travailler en équipe, voilà. Donc tout ça je l'ai appris à la fac, mais je pense que la biologie ou la biologie marine, non, ne m'a rien apporté professionnellement parlant. J'ai jamais. Après, c'est peut-être moi qui n'ai pas poursuivi dans ça et que si j'avais vraiment persévéré, j'aurais trouvé quelque chose là-dedans. Mais c'est vrai que non, pour l'instant. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que si tu avais le choix aujourd'hui de reprendre tes études à zéro, c'est-à-dire de retourner par exemple post-bac et te retrouver dans des entretiens comme on a pu avoir avec des conseillers d'orientation qui te désorientent plus qu'ils t'orientent, est-ce que tu changerais de direction sur tes études ou pas ? Alors ça dépend. Là maintenant avec tout ce que je sais et toute la vie que j'ai vécue, je pense qu'après mon bac je prendrai un sac à dos et je partirai très très loin avec un billet aller et pas de destination et pas de billet de retour et je ferai le tour du monde à travailler. J'adorerais travailler dans les centres de réhabilitation pour animaux ou même dans les centres de la Croix-Rouge ou aller sur les milieux. Après, je dis ça parce que je l'ai jamais fait et que peut-être que la réalité me rappellerait que en vrai, je suis pas faite pour ça. Mais là, comme ça, dans mon idéal, de ce que j'ai pu vivre au Brésil ou au Brésil surtout, où là, il y a plus de misère que ce que j'en ai vu ailleurs. À refaire, je referai pas d'études. Enfin, peut-être après, hein, peut-être qu'en fait, je me rendrai compte que finalement, j'ai besoin de faire des études, mais là, comme ça, non, je pense pas que je fasse d'études et je pense. Ou alors peut-être que je ferai infirmière ou je ferai autre chose en fait de pratique qui me donne pas un truc théorique en fait, un truc pratique, plus quelque chose qui m'amène une skill, quelque chose qui m'amène une capacité à faire quelque chose dans la vie plutôt que quelque chose de très intellectuel que je suis pas forcément finalement. Et du coup, on a parlé de ce que tu pourrais changer si tu revenais à tes études post-bac, mais aujourd'hui, du coup, comment tu définirais ton objectif dans la vie, à l'instant T ? Pas forcément par rapport à mes études, pas forcément par rapport à mes expériences antérieures. Je pense que je suis plutôt dans un objectif là maintenant où j'ai envie de me réaliser personnellement et j'ai plus envie de faire la distinction en fait entre la réalisation personnelle et la réalisation professionnelle. J'ai envie que les deux me conviennent en même temps. Et du coup, j'ai un peu abandonné cette idée que j'avais avant où il fallait avoir de l'argent pour pouvoir être heureux et pour pouvoir bien vivre, etc. Et je me dis que je préfère sacrifier un petit peu ça et revenir à quelque chose qui me fait vraiment du bien. Et donc revenir sur les animaux, puisque ça a toujours été le facteur commun dans toutes mes décisions dans ma vie. Donc revenir aux animaux et c'est pour ça que du coup, j'essaye de lancer... cette pension à La Réunion, donc pour les chiens et les chats, pour les gens qui vont en vacances, quoi. Ok. Comment dans la gestion de ce projet-là, tu trouves cet équilibre vie pro, vie perso ? Comment tu le mesures et qu'est-ce que t'en penses ? L'ayant pas commencé, je sais pas en fait si on aura d'équilibre. Donc là, pour l'instant... Mais pour l'instant, aujourd'hui, t'es quand même dans le fait de mener à bien ton projet. T'es quand même dans les recherches, etc. C'est ça. Et du coup, par rapport à ton équipe, justement, vie pro, vie perso, est-ce que t'as l'impression... peut-être de passer assez de temps dessus, de passer trop de temps dessus, de passer trop d'énergie. Est-ce que c'est parce que, du coup, c'est incertain pour toi ? Est-ce que ça va vraiment se faire ? Enfin, je sais pas, t'en es où par rapport à ça aujourd'hui ? Là, pour l'instant, c'est beaucoup plus personnel que professionnel. Je pense que là, il n'y a pas vraiment un équilibre qui s'est établi parce que, justement, c'est pas lancé, etc. Et qu'en fait, c'est très flou. C'est la première fois que je monte quelque chose toute seule. Le système français fait que t'es pas forcément aidé. Voilà. Donc en fait, chaque fois que je parle à quelqu'un qui a fait un projet, qui a monté une entreprise comme ça, ou des gens qui sont plus ou moins loin reliés à ce genre d'activité, je me rends compte qu'en fait, j'ai des choses à faire que je ne pensais pas avoir faire. Et donc c'est pour l'instant très personnel parce que en fait c'est mon temps personnel que je donne
pour le montage de ce projet. Après, professionnellement parlant, là, pour l'instant, je m'imprègne et j'apprends. Donc je pense que ça rentre dans le cadre professionnel, etc. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre. Non, pour l'instant, je suis totalement perdue dans la vague de l'auto-entrepreneuriat, de l'entreprise SARL, tout. Enfin, c'est totalement flou. En plus, c'est de l'argent que je dois emprunter, donc c'est tout un dossier à monter. C'est plein de choses qui se mélangent. C'est encore des formations à faire finalement, parce que pour toute chose, j'imagine, tu as besoin de qualifications, etc. Donc voilà, il faut que je me réinscrive dans une formation. Donc c'est voir avec Pôle emploi si je peux être financée de cette formation. Et puis est-ce que je suis trop vieille pour demander des financements et des aides, ou est-ce que je rentre pas dans la catégorie. Enfin, c'est tout un cafouillage qui fait que personnellement et professionnellement, en fait, c'est hyper prenant. Mais professionnellement parlant, là, rien n'est lancé. Okay. Donc c'est très personnel pour l'instant, je trouve. Et du coup, pour toi, aujourd'hui, dans le fait d'arriver à concilier ta vie pro et perso, c'est quoi le plus grand enjeu pour toi? Pourquoi tu veux arriver à concilier ces deux choses-là? Parce que avec mon ex-mari, je n'ai eu qu'une vie personnelle. J'ai complètement abandonné ma carrière au profit de la sienne. Ce qui était très gratifiant et très enrichissant. Et j'ai pu du coup faire exactement ce que je voulais, même si j'étais pas payée. Donc ça, c'était très gratifiant. Mais du coup, ouais, voilà, j'ai pas eu cette satisfaction personnelle de me dire, bah voilà, les cadeaux d'anniversaire, c'est moi qui les achète. Enfin, voilà, des trucs tout bêtes, hein, finalement. Ouais. Et puis j'ai eu l'aspect où j'étais employée, et il fallait que, quand on est rentré en France, que lui avait fait faillite dans sa compagnie, et que du coup il a fallu que lui, il parlait pas un mot de français, donc il a fallu qu'il reparte à l'école, et donc il a fait un MBA et machin, et donc j'ai dû travailler pour nous deux. Donc je n'avais plus de vie personnelle finalement, j'avais qu'une vie professionnelle, parce qu'il fallait générer plus qu'un SMIC, quoi. Donc j'avais qu'un seul travail, mais enfin je travaillais des heures de dingue, et puis finalement tu rentres chez toi et t'es... Enfin non, en fait. Donc voilà. Donc, tout simplement, c'est non. Voilà, tout simplement, c'est non. Donc j'ai eu les deux. J'ai préféré le côté perso finalement, puisque je sais très bien, je sais pertinemment que c'est une chance que j'ai eue, que j'aurais peut-être plus forcément, et puis même en fait, quand je me suis rendu compte que quand on s'est séparés, voilà, j'étais finalement dépendante, et que donc c'est pour ça que je veux cet équilibre-là. Je veux plus être dépendante des gens. Okay. Je veux pas être dépendante du système français, donc je veux gagner mon propre argent, et je veux pouvoir dicter mes propres règles chez moi et dans ma société. Mais je veux plus sacrifier mon temps et ma jeunesse et ma vie en règle générale, et mes animaux et les enfants que je pourrais avoir, pour me faire de l'argent, parce qu'il faut absolument de l'argent pour vivre. Donc voilà, pour moi c'est important d'avoir ces deux aspects-là qui soient... Et qu'est-ce que tu trouves mesuré du coup? C'est un 50-50? C'est un 70-30? Je sais pas, puisque je l'ai pas vécu. Donc je sais pas. Mais t'as un objectif? Je serais incapable. Non, je serais incapable de dire. Je pense que j'aime bien me dire que j'apprends de mes erreurs, et que j'apprends au fur et à mesure. Donc je vais faire. Et puis je vais sûrement me lancer beaucoup trop intensément au départ. J'ai des amis qui m'ont dit, au départ j'avais dit, quand j'en avais parlé, j'avais dit non, de toute façon les 2 premières années tu ne peux pas prendre de vacances et tout, et on m'a dit t'es une dingo, jamais tu tiendras. Donc je me suis dit bon ok. Et en fait je pense que je verrai, je pense que je me tâterai, et puis peut-être que en fait je me fais une idée complètement fausse de ce que ça va être, et que quand je vais être lancée, j'aurai personne, et puis du coup je vais devoir faire autre chose, et puis ou alors je vais être complètement débordée, et en fait j'aurai pas le temps du tout au départ, et il va vraiment falloir que je régule. Peut-être qu'en fait je vais même pas me rendre compte que j'ai pas de temps pour moi, parce que ça va tellement être passionnant et je vais tellement aimer ce que je fais, que finalement ma vie pro, ma vie perso, pas fronquin, parce que finalement les chiens ne me sortent pas le samedi soir, quoi. Mais voilà, je sais absolument pas à quoi m'attendre, et j'ai pas envie j'ai pas envie de me faire une idée de ce que ça sera, parce que j'ai pas envie d'être déçue,
Et j'ai pas envie d'avoir des attentes qui sont irréalistes. Et voilà, j'ai envie d'apprendre avec le métier et je verrai comment ça se passe. Ok. Et du coup, tu as conscience que tu es en train d'apprendre 2 métiers, et le métier de chef d'entreprise et le projet que tu es en train de faire. Oui, madame. C'est pour ça que du coup, je parle du pourcentage. Parce que du coup, il y a la part qui, je pense, enfin par expérience, qui prend le plus le pas sur ta vie perso, qui est la part chef d'entreprise, parce que quand tu es en train de tenir ta boîte tout simplement, t'as pas le temps de t'occuper de toute la partie administrative et gestion, etc. Et donc en fait, c'est ça qui prend sur ta vie perso, finalement. Ouais, et puis en plus moi, voulant faire une pension, etc., j'habiterais sur mon lieu de travail. Oui. En plus. Donc vraiment. Et puis bon, les animaux, c'est vrai avec les animaux, c'est pas forcément H24 parce qu'ils dorment la nuit, Dieu merci. Mais c'est 7 jours sur 7, quoi. Et c'est en plus, surtout pendant les vacances, puisque c'est quand les gens partent en vacances. Donc je suis au courant que je serai complètement décalée. Et du coup, ça reste un objectif pro. Ouais. Et ça, tu te donnes combien de temps aujourd'hui pour arriver à réaliser ça? Disons d'avoir quelque chose qui marche et une situation à peu près stable. Combien de temps tu te donnes à peu près? J'espère le plus vite possible. Après, je me fais pas d'illusions et j'espère que dans les 2 premières années, j'arriverai à me faire une clientèle relativement loyale, quoi. Ok, donc là, tu te dis d'ici 2 ans, j'ai ma pension, j'aimerais avoir accompli réaliser mon projet, en tout cas d'ici 2 ans. Alors, d'ici 2 ans, ça serait l'idéal, mais sachant que je l'ai pas encore monté, je me donne 2 ans à partir du moment où je dis voilà, c'est ouvert. Ok. Voilà, je me donne 2 ans pour que ça fonctionne bien et que j'ai une rentrée d'argent qui me permette de me dire bon bah voilà, je peux faire des économies, je peux penser à acheter une maison, je peux penser à faire ci, je peux penser à faire ça. Ok. Et tu penses que ça va te prendre combien de temps d'ici le moment à ouvrir? Mais alors, là, maintenant, de suite, j'en ai absolument aucune idée. Au départ, je m'étais dit que ça me prendrait 1 an. Parce que je m'étais dit, voilà, je vais me lancer à fond dedans, je vais pas chercher de travail entre-temps, parce que comme ça, je peux être à fond et je peux faire tous les papiers, tous les machins. Et en fait, je me rends compte que tout ne dépend pas de moi. Et que j'attends le retour des gens, que j'attends les devis des gens, que j'attends des réponses, que j'attends des choses qui ne viennent pas, qu'il faut que je relance plusieurs fois, que même en relançant plusieurs fois, des fois, je n'ai pas de réponse, que je suis pas la priorité chez le comptable, que je suis pas la priorité chez les autres, et que du coup, bizarrement, le monde ne tourne pas autour de moi. Je comprends pas. Et donc voilà, en fait là comme ça de suite, ça fait déjà donc depuis septembre que j'ai pris la décision définitive que j'allais faire ça. Ok, c'est 6 mois. Voilà, et ça n'a pas vraiment avancé. Ok. Ma connaissance de ce que j'ai à faire a beaucoup évolué, mais c'est tout ce qui a vraiment évolué. Parce que en fait, en plus on est dans une période financière qui est assez compliquée. Plus j'en parle avec les gens, plus les gens me disent ouais, les banques vont être frileuses, ça va être compliqué, etc. Donc en fait là aujourd'hui tu me demandes si je suis sûre et certaine que ça va s'ouvrir, non. Ouais. Donc là je suis même en train d'envisager de commencer à travailler ailleurs parce que bizarrement faut qu'on mange aussi et que ça se fait pas tout seul. Donc là je suis en train d'envisager de travailler ailleurs en attendant que en fait je trouve un terrain qui soit pas à 500 000 € les 1000 m², et qui soit constructible et que machin, parce qu'en fait je me suis rendu compte, enfin je sais pas que je me suis rendu compte, c'est qu'on m'a, en discutant avec les gens qui étaient dans le milieu ou qui avaient eu des expériences similaires, sans terrain je fais rien. Même à la banque, en fait la banque ne me prêtera pas forcément d'argent si j'ai pas un compromis de vente, etc. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le terrain qui bloque tout. C'est-à-dire que même le business plan, ça bloque, puisque si je trouve un terrain à 150 000 €, ça va pas être le même prêt que je vais demander si je trouve un terrain à 300 000 €, quoi. Okay. Donc du coup, voilà, c'est là pour l'instant, si on me dit dans combien de temps ça ouvre, je ne sais pas. Ok. Voilà. Et je reprends ce que tu as dit un petit peu, parce que plusieurs fois tu as dit les gens m'ont dit, c'est aussi un peu l'objectif du podcast, et qu'en fait je sais, parce qu'on se connaît, qu'on échange beaucoup sur nos différents parcours et tout ça, et que ça nous aide à avancer. Mais pourquoi finalement tu t'adresses toi plutôt aux gens qui ont vécu ça que d'aller chercher les informations sur internet ou aux organismes, etc. Pourquoi tu t'adresses plutôt aux gens finalement? Parce que des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Parce que d'expérience personnelle et professionnelle, tout n'est pas une ligne droite.
Et tout n'est pas exactement comme on est écrit, et c'est jamais comme on a prévu, et c'est jamais comme c'est écrit sur Internet. Il y a des choses que je fais par moi-même et que je cherche par moi-même sur Internet et auprès des organismes comme la Chambre des métiers, etc. Parce que ça, de toute façon, personne ne peut le faire pour moi. Mais je trouve que l'expérience des gens a beaucoup plus de valeur pour moi que quelque chose que je vais lire sur Internet, parce que je sais pas, parce que je fonctionne comme ça, parce que je trouve que quand on était avec mon mari et que lui avait son entreprise et qu'il faisait beaucoup d'entrepreneuriat, etc., alors qu'il faisait des choses qui étaient complètement différentes, mais il se référait quand même aux gens du milieu ou des gens de confiance, et j'estime avoir des amis qui sont dans la capacité de m'aider, en fait. Et je ne demande pas à n'importe qui, je demande aux gens qui peuvent m'apporter des choses. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre finalement. Et je pense que voilà, par exemple, le fait que les banques sont frileuses, si c'est pas les gens qui me le disent, c'est la banque qui me dira non, quoi. Oui. Donc en fait, voilà, voilà, sur ce genre d'exemple, je m'en réfère aux gens qui ont fait des demandes de prêt il y a pas longtemps ou dans les années qui ont précédé, ou voilà. Donc c'est vraiment en fait un équilibre entre ce que je peux m'apporter toute seule, puisque on peut pas tout faire pour moi de toute façon, et les choses que les gens peuvent apporter à mon projet, et qui, à mon avis, de toute façon, ne pourraient pas se faire sans ces gens-là. Voilà. C'est ton barème de vérité, en fait. Ouais. Du coup, voilà, t'as des informations, tu les prends à droite, à gauche, et au final, en interrogeant les gens, t'arrives à refaire le point sur, en fait, c'est là que j'ai envie d'aller, ou c'est comme ça que j'ai envie de le faire, en fait. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfaite de là où tu en es professionnellement parlant et personnellement parlant? Je suis satisfaite de la vie que j'ai eue, et professionnellement parlant et personnellement parlant. Donc je trouve que pour quelqu'un de 33 ans, j'ai eu une vie incroyable. J'ai eu une chance incroyable, je suis trilingue, j'ai vu des pays incroyables, j'ai rencontré des gens magnifiques, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études, je suis en bonne santé, enfin voilà. Donc personnellement et professionnellement parlant, j'ai fait plein de choses différentes, j'ai jamais eu de barrière à ce que je voulais faire. Bon, après, j'ai jamais voulu être médecin, donc en soi, voilà. Mais tout ce que j'ai voulu faire, j'ai pu le faire. Donc oui, je suis très satisfaite de ce que j'ai pu faire. Après, là, à l'instant T, non, je suis satisfaite ni personnellement ni professionnellement, puisque mon projet est en l'attente. Enfin, tout est en attente, en fait. Tout dépend de ce projet. Ouais. Tout dépend de ce projet, et donc non, je suis un petit peu infinie, on va dire, puisque le projet n'est pas fini non plus. Donc moi, je suis un peu là. Où est-ce que je vais aller, si ça fonctionne pas, est-ce que je reste à La Réunion, donc non, ni personnellement ni professionnellement parlant, à l'instant T, je suis satisfaite de ce que j'ai, mais de manière générale, j'ai des amis incroyables, je vis dans un endroit, franchement, si les gens ne connaissent pas La Réunion, c'est juste magnifique. Et voilà, donc si, personnellement et professionnellement parlant, puisque j'ai un master aujourd'hui, je peux aller travailler dans n'importe quel pays du monde, donc oui, je peux être satisfaite finalement. C'est juste moi qui me donne un objectif plus grand que ce que j'ai là maintenant, et du coup non, là c'est pas fini, quoi. Ok. Et on a parlé tout à l'heure de ce retour post-bac et de ce que tu aurais éventuellement changé, mais si tu fais un point là sur les... Parce que ça va faire 15 ans maintenant qu'on a passé le bac, je pense, toutes les deux à peu près. Oui, voilà. Si tu devais faire un retour sur ces 15 dernières années, est-ce qu'il y a une chose qui te vient en tête en premier que tu changerais? Ouais, je ferais pas d'études, je partirais. Ouais, c'est Ouais. la principale chose. Ouais, je pense. Si le 33 ans de moi maintenant pouvait parler aux 18 ans de moi avant, elle lui dirait arrête d'avoir peur, et en fait c'était juste la peur. Ça a toujours été juste la peur de partir toute seule, de pas savoir quoi faire, de pas savoir à qui parler, d'être toute seule, de pas y arriver. Enfin les peurs, je pense qu'on a tous finalement. Enfin tous, non peut-être pas, mais moi en tout cas, je l'avais cette peur-là, et du coup... ouais, si j'avais quelque chose à faire, je partirais. Et qu'est-ce qui t'empêche de partir aujourd'hui? 6 chats et 2 chiens. Voilà, concrètement, hein, ne nous le cachons pas. J'ai un zoo chez moi, et en fait, j'estime que c'est pas la responsabilité de mes parents de me les garder.
Ok. Je les ai eus, je les ai pris, mes conditions étaient différentes, mes conditions de vie étaient différentes, ma vie était différente et j'avais une vie toute tracée et en fait je me suis dit bah voilà, on s'engage et on prend les chiens, les chats, les chevaux, les machins, les trucs et puis la vie m'a appris que en fait non. Et donc je reprends ma question, c'est-à-dire si, alors on va laisser de côté juste 2 secondes les chiens et les chats du coup, Ouais. si t'avais pas cette contrainte-là aujourd'hui, est-ce que tu partirais ? Ouais. Tu partirais faire quoi ? Ce serait quoi ton... Premièrement, dans l'idéal, vraiment, s'il y avait aucun facteur financier, machin truc et tout, je partirais dans une retraite. On appelle ça ouais, voilà, un monastère, quoi, quelque part, pendant 1 mois, genre, tu sais, où t'as pas le droit de parler, Ok. t'as pas le droit au téléphone, tu te lèves à 4h du matin, tu balayes ton petit bout devant de porte, là. Voilà, si vraiment je ferais ça pendant, genre, le temps qu'il faut. Et j'aimerais vraiment... Le temps qu'il faut pour obtenir quoi ? Je sais pas, pour me dire, ben ça y est, c'est suffisant. Pour me dire, bah voilà, j'ai eu assez, en fait, j'ai eu ce que je cherchais ou pas, finalement, je pense que t'es jamais prêt pour ce que tu trouves. Donc en fait, c'est partir et mon objectif premier serait de partir et de pas savoir. Voilà. Ok. Ça, si vraiment je pouvais, c'est partir et pas savoir et me dire, ben je trouve ce que je trouve et puis voilà. Ça, c'est ce qui nous manque un peu quand on grandit en général. Ouais. En fait, on perd l'insouciance d'un enfant. Et plus ça va, plus on avance et moins on a envie de savoir en fait toutes les contraintes auxquelles sont confrontés nos parce parents. qu'on les connaît finalement un petit peu. Ça. Finalement maintenant qu'on est adulte, qu'on a dû payer nos premiers impôts, qu'on doit les remplir tous les ans, qu'on les paye ou pas de toute façon. On doit faire tomber un salaire tous les mois. Exactement. On doit manger comme tu dis. Exactement. Et puis pour certains d'entre nous qui ont des enfants, etc., qu'ils les élèvent seuls ou pas, enfin je veux dire en fait on a tous des contraintes maintenant qu'on n'avait pas enfant. Et mais après moi je parle pas de partir et de plus avoir de contraintes puisque finalement t'en as quand même, puisque t'es quand même obligé de manger, t'es quand même obligé de te vêtir, t'es quand même obligé de trouver le prochain billet pour partir dans la prochaine destination. Donc en soi je parle pas de fuir des responsabilités, je parle juste d'en avoir des différentes. La vie que j'ai eue m'a montré que moi personnellement je m'épanouis le plus quand j'aide les autres. Ok. Voilà, donc c'est vraiment en fait ce que là, j'aurais pas les animaux et j'aurais pas cette contrainte-là, je partirais et je ferais ça. Et est-ce que aujourd'hui tu utilises des outils, de la lecture, des connaissances ou même des tips est-ce qu'il y a des choses que tu fais tout particulièrement pour arriver à cerner ces objectifs, ces priorités et y arriver en fait, et te donner les moyens d'y arriver ? J'avoue que non, parce que je sais pertinemment que je suis incapable de le faire par les animaux. Mes animaux me bloquent. Mes animaux sont mes petits boulets, je les appelle mes petits boulets, que j'aime profondément, mais ils manquent en fait. Là où. Après, je pense que c'est qu'une excuse. Ta priorité, ça peut être tes animaux. C'est genre aujourd'hui, si tu dois par exemple citer 3 choses qui sont des priorités dans ta vie, ce serait quoi par exemple ? Pas forcément, en fait, je pense pas que ce soit eux mes priorités. Je pense qu'ils sont fondamentaux à mon bonheur, qui est une de mes priorités. Et donc du coup, étant fondamentaux à mon bonheur, je ne peux pas les exclure. Donc c'est là où et puis du coup c'est quand même vivant, c'est quand même, je peux pas juste les poser sur une armoire quoi, tu vois. Et puis je peux pas aller en coloc parce que va ramener 6 chats dans la coloc, voilà. Donc non, ils sont pas là. Si j'avais à citer 3 trucs hyper importants, je sais pas, je pense que mon bonheur serait le premier. Après mais c'est quoi aujourd'hui tes 3 priorités pour ton bonheur en fait, pour être heureuse ? Moi j'aime bien l'analogie, le bonheur c'est pas une destination, c'est le chemin. Donc tu parles de tes animaux, ça fait partie aujourd'hui de ton bonheur, mais c'est quoi les 3 choses qui sont indispensables aujourd'hui pour toi pour arriver tout simplement à être heureuse ? Être indépendante. Être indépendante financièrement, géographiquement, être indépendante. Pouvoir me dire en fait que ouais, je dépends de personne et que mes choix sont mes choix et qui sont pas dictés par quelque chose en fait de matériel ou pas. Donc ça serait vraiment être indépendante, ça serait vraiment une grosse priorité. M'épanouir personnellement, je pense, dans une vie familiale, parce que ça c'est quand même à 33 ans, bizarrement, j'ai le petit tic 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 qui va dans les oreilles, donc voilà. Et puis une 3e, je sais pas. J'ai pas d'idée comme ça. Je dirais voyager, mais finalement, non, pas plus que ça. Parce que je suis pas sûre que ce soit faisable. Et là, dans l'immédiat, ce qui serait indispensable, ouais, ça serait de pouvoir être indépendante
Ça, c'est mon truc primordial, je pense. Là, de suite maintenant, et m'épanouir personnellement parlant. Ok. En fait, ça revient à être indépendante financièrement, par le côté pro. Et, voilà, d'où l'équilibre dont on parlait au départ finalement, quoi. Qui est l'enjeu de notre génération. Voilà, et qui est hyper compliqué, je trouve, à atteindre maintenant, puisque finalement, maintenant, on a trop le choix. On a trop le choix et on se pose trop de questions finalement, du coup. Avant, tu sais, ton père, il était forgeron, bah t'étais forgeron parce que ton père était forgeron et que c'était le métier que t'apprenais quand t'avais 6 ans et que tu le faisais toute ta vie, machin. Maintenant, on a le choix. Les femmes ont le droit de faire les mêmes choses que les hommes. On peut voyager. On peut voyager même quand on n'a pas d'argent. On peut faire plein de choses même quand on n'a pas d'argent. Mais du coup, tu trouves ça mal ? Non, je trouve ça bien. Mais d'un autre côté, du coup, on est indécis plus longtemps. Oui. Je trouve qu'on prend beaucoup plus de temps à se chercher finalement. Avant, 33 ans, t'étais pas vieux, mais t'étais déjà bien lancé dans ta carrière. Enfin, je veux dire, t'avais ta vie tracée. Et maintenant, 33 ans, t'es le 20 ans d'avant, quoi. 33 ans, c'est là où tu commences à finir tes études. T'as eu ta première vraie histoire d'amour, et puis ça s'est fini. Donc là, tu te reconstruis. 33 ans, c'est quand ta vie commence finalement, bizarrement. Donc là, je trouve que... Et c'est dicté par la société dans laquelle on vit, qui donne plus de choix aux gens, qui donne plus d'opportunités. Peut-être que c'est aussi parce qu'on est beaucoup plus aujourd'hui dans une société consommatrice, finalement. Ouais. Et du coup, on consomme aussi, je pense, enfin moi je vois avec tous les gens avec qui je parle, on consomme aussi notre travail, dans le sens où en fait on y va, on apprend des choses, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, on se dit mais en fait j'ai fait le tour, j'en ai marre, j'ai envie de faire autre chose. Et donc du coup on s'oriente vers un autre boulot, vers une autre carrière en se disant peut-être que ça c'est mieux. Ça fait partie effectivement de l'indécision parce qu'on sait pas forcément ce qu'on veut ou qu'on n'a pas forcément été bien orienté au début ou parce qu'on a moins la pression, je pense aussi je nous trouve plus détendue en fait sur le fait que si on n'a pas trouvé c'est pas grave. C'est pas grave, ouais. Alors que genre quand moi j'en parle à mes parents ou quand on en parle aux parents des autres, c'est non mais comment ça, mais qu'est-ce que tu vas faire dès que tu leur dis que t'es au chômage, ils sont en panique. Ouais. Alors que nous on a ce petit coussin de sécu où j'ai l'impression qu'on en profite un peu parce qu'aussi on sait pas et qu'on prend le temps de savoir ce qu'on a envie de faire. Et au final, comme tu dis, des fois c'est un mal pour un bien, mais en même temps je trouve ça hyper intéressant que des gens qui ont notre âge aujourd'hui, des fois tu t'en discutes avec eux, ils ont occupé 10 postes complètement différents, ils ont touché un peu à tout, ils savent pas forcément mieux ce qu'ils veulent faire, hein, mais ils ont touché à plein de choses et au final ils avancent. Et là quand on voit ton parcours à toi, toutes les choses différentes que tu as touchées, ça, ouais. Voilà. Mais l'objectif reste le même, c'est-à-dire arriver à décrocher en fait un équilibre entre ce que tu travailles avec un métier passion, parce que c'est quand même la recherche de beaucoup de gens, et en même temps à arriver à avoir un équilibre perso. En fait. Ouais. Après, je pense qu'il faut je pense que le plus difficile dans la société d'aujourd'hui, c'est de savoir ce que tu veux vraiment. Et de connaître les motivations pour lesquelles tu fais les choses. Et moi, jusqu'à présent, j'avoue que j'ai toujours été la petite fille modèle où j'ai toujours tout fait pour que mes parents soient fiers de moi et pour que je les déçoive pas ou que je leur... Pas forcément les décevoir parce que j'ai la grande chance de savoir que je décevrai jamais mes parents, de par l'orientation en tout cas que je prends dans ma vie, mais j'avais jamais envie qu'ils aient peur pour moi. Et qu'ils se sentent obligés d'être là ou obligés de m'aider ou machin. Et du coup, j'ai toujours tout fait en fonction de ça. Il fallait faire des études, parce que tu comprends, pour gagner de l'argent, il faut faire des études. Ma mère, bon mon père non, mais ma mère ayant été très très pauvre dans sa vie, elle, sa plus grande peur, c'est que quand elle est plus là, moi je sois à la rue, quoi. Ça c'est vraiment... Et du coup, toutes ses actions et sa façon de m'éduquer a été orientée vers ça, en fait. Il fallait que je sois, que j'ai les meilleurs choix possibles dans la vie, que je puisse... et c'est pour ça qu'elle m'a permis de voyager, qu'elle m'a permis de faire mes études ailleurs et tout, pour que je puisse avoir le choix et que je puisse trouver un métier qui va me rapporter pas forcément que je sois millionnaire, mais que j'ai de l'argent suffisamment pour pouvoir m'acheter une maison, parce que tu comprends, là c'est la chose qui revient aujourd'hui, hein, Marie, avoir un capital immobilier c'est quand même important, tu comprends, puis même tu le laisses à tes enfants, et puis tu vois, en fait ça revient toujours à ça. La recherche du bonheur profond en fait ne vient qu'après. C'est vraiment et du coup j'ai toujours été dans cet objectif-là. Il faut pas les décevoir, quoi. Dans leurs attentes. Ils ont besoin que tu sois sécurisé en fait. Ouais, ils ont toujours eu ce besoin-là et moi j'ai toujours répondu à ça. J'ai toujours répondu présente, j'ai toujours été la bonne élève, pas forcément la meilleure, mais toujours été bonne élève, toujours voilà. Et c'est marrant parce que Vinel, ce dont tu parles aujourd'hui,
Et au final, ce dont tu parles aujourd'hui, c'est en fait prendre un billet d'avion, partir faire le tour du monde, c'est tout sauf safe. Ouais. Ouais. Et puis même aujourd'hui, mon projet, c'est un projet que je lance toute seule. Oui. J'ai même pas de mari ou de personnes derrière pour me back-up. En fait, si ça foire, je suis toute seule, quoi. Et c'est la première fois, du coup, que je leur dis merde. Ouais. Et ça a été enfin pas un facteur, mais ça a été quelque chose d'hyper difficile pour moi à accepter. Et ils l'ont pris comment? Ils l'ont pas pris tout court. C'est-à-dire, ils le prennent pas au sérieux Ils le prennent au sérieux, si, parce que encore une fois, j'ai vraiment une chance incroyable avec les parents que j'ai eus et je les en remercie parce que vraiment, je pense que je leur dirais, je veux faire fabricante de poupées, ils me diraient ok. Mais je sais que ma mère, elle allume son petit cierge tous les soirs pour moi, quoi. Tu vois, elle est là et elle en peut plus de sa vie. Elle est stressée qu'elle en peut plus parce que je sais qu'au fond d'elle, elle pense que ça marchera pas, quoi. Elle pense que j'y arriverai pas et pas parce qu'elle est pessimiste et pas parce qu'elle a pas envie que ça marche, mais parce que c'est pas, je suis pas infirmière. Ouais, parce qu'elle a peur, quoi. Voilà, elle a peur. Et du coup, est-ce que toi, t'as la sensation que ça te booste ou que ça te ralentit et que ça baisse un peu ton niveau de confiance en toi? De sentir tes parents comme ça aujourd'hui? Un peu des deux, je pense. Un peu des deux parce que j'ai toujours pas envie de les décevoir et j'ai toujours envie de... J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, donc ça c'est quelque chose de positif chez moi. Par contre, j'ai quand même besoin qu'ils soient contents et donc de leur dire voilà, t'inquiète, tu vois, ça fonctionne, t'inquiète en fait, je vais pas, je suis pas dans la merde, tu peux être tranquille, j'ai pas besoin, enfin quand tu partiras, ça ira. Voilà, donc ça me booste à ce niveau-là où je me dis bon, et puis de toute façon, et puis même, enfin j'ai 33 ans, grosse coupe, j'habite encore chez mes parents. Donc voilà. T'as des colocs. J'ai des colocs, très cool. donc voilà, on va pas se les cacher. J'ai envie de bouger en fait. J'ai envie que donc ça me booste, ça me bouger parce que voilà, c'est pas. Puis quand on a été indépendant, moi j'ai été quasiment financièrement indépendante depuis que j'ai 18 ans. Donc revenir chez tes parents en 31 ans, ça voilà, petit ego qui redescend. donc voilà. Et donc j'ai envie d'en partir. J'ai clairement pas envie de passer ma vie à faire ça. Et puis je pense que c'est normal. Après, ça me paralyse un petit peu aussi parce que c'est des gens que je respecte profondément et je me dis voilà, s'ils pensent que ça marchera pas, peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'ils ont raison, peut-être que donc je pense que c'est un petit peu des deux. Je pense que ça me booste parce que je me dis faut pas qu'ils soient déçus. Même si c'est pas la raison pour laquelle c'est pas le seul truc qui me booste, mais faut pas qu'ils soient déçus. Et d'un autre côté, je me dis faut pas qu'ils soient déçus, quoi. Ouais. Donc ça me coupe un peu l'herbe sous le pied. Si tu reprends toutes les différentes expériences que tu as pu avoir, c'est quoi le facteur commun à chaque fois qui t'a fait lâcher le taf que t'avais? Mon caractère. Ok. Ouais, je supporte pas l'injustice et je suis incapable de travailler pour des gens qui me disent je suis le patron, tu fais ce que je te dis et tu poses pas de questions. Je suis incapable de faire ça et je n'ai rencontré que des gens comme ça. Aïe. Voilà. Dans toutes les entreprises que j'ai... Enfin, partout où je suis partie, en tout cas, de mon plein gré. Parce que, par exemple, avec la vétérinaire, c'était une association qu'on avait toutes les deux. Et là, bien qu'elle ait un savoir beaucoup plus important que le mien et que moi, j'étais là que pour apporter du soutien, etc., c'était... voilà, on était à pied d'égalité. Et donc voilà, tant que j'avais le droit de poser des questions et qu'en fait, les choses ne se faisaient pas juste parce qu'il y avait une hiérarchie, ça va. Parce que je suis suffisamment capable de me remettre en question pour que les choses soient intelligentes, faites de manière intelligente. Mais à partir du moment où il y a quelqu'un qui me dit non mais de toute façon c'est ton patron, faut que tu le respectes, non. Pour moi le respect c'est mutuel et tu me respectes pas, peu importe l'âge que t'as, le statut, le sexe ou quoi que ce soit, tu me respectes pas, je te respecte pas. En fait je pense que c'est donné à tout le monde et je supporte pas l'injustice et donc ouais je pense que c'est mon caractère qui fait que je suis incapable de mentir. et que à partir du moment où ça commence à monter la moutarde au nez, les gens le savent et je pense que je deviens très improfessionnelle.
Je suis incapable en fait de... Autant je peux être très professionnelle et ma vie personnelle reste chez moi, je ne l'amène pas au travail. Autant au travail, si ça devient complètement du n'importe quoi à ce niveau-là, je suis incapable en fait de me taire et de me dire bah oui, amen, je fais ce qu'il me dit et que ce soit logique ou pas, que ce soit éthique ou pas, je le fais quoi. Je suis pas capable de faire ça. Bon, tant mieux pour toi. Bah oui et non parce que tu vois, je suis au chômage. Oui. Oui, mais bon, Donc, on n'est pas obligé, néanmoins, de trahir nos valeurs pour atteindre son objectif d'un point de vue pro. Je pense ouais, que mais dans la société dans laquelle on vit, maintenant, on est obligé. Ça se fait de plus en plus. Ouais. Ça se fait de plus en plus. C'est très compliqué dans la société. Enfin, je pense pas que ce soit la société d'aujourd'hui. Je pense que ça a toujours été. Je pense que le top de la hiérarchie a les pleins pouvoirs et que plus tu descends dans la hiérarchie. Et je suis jamais restée suffisamment longtemps dans une entreprise pour monter d'échelon. Donc j'ai toujours été au bas de la société et j'ai toujours été dans les petits pions à qui on dit quoi faire et à qui on empêche de poser des questions, quoi. Ne serait-ce que de poser des questions, en fait. Moi, c'est ça qui me rend folle, c'est que tu demandes sans on te prend pour une insolente. T'as un exemple concret que tu peux raconter Quelque chose qui t'est arrivé ou qui t'a vraiment fait virer? Oui. Je travaillais en tant que secrétaire médicale dans une compagnie. En fait, alors je sais pas comment ça s'appelle. On est obligé de donner le nom, mais non, mais je veux dire, je sais pas comment ça s'appelle ce genre de compagnie. En fait, c'est une société qui a des gens et j'étais au téléphone. Et en fait, j'étais secrétaire médicale mais au téléphone. Okay. Et j'avais 150 clients. J'avais 150 docteurs en fait, tu vois, c'est les trucs généralisés comme ça là. Les plateaux. Voilà. Et donc j'étais secrétaire médicale là-dedans, et donc du coup j'avais tout type de médecins. Enfin, non pas de médecins, mais de professionnels de santé. Donc j'avais des infirmiers libéraux, j'avais des médecins G, j'avais des psychologues, j'avais des machins. Et en fait, surprise, le but premier étant de faire du chiffre. Donc, il fallait que j'aie à tout moment au moins 6 lignes occupées. Ok. Voilà, donc à tout moment. Et sauf que, du coup, ce qui fait l'efficacité de l'employé modèle, c'est que tu ne fais pas attendre les gens plus de 30 secondes à chaque fois. Tu vois ? Donc, tu dois avoir 6 personnes en simultané au téléphone qui ne peuvent pas attendre plus de 30 secondes. À chaque fois. Toute la journée. Voilà. Okay. Et tu dois leur poser des questions qui correspondent aux médecins qu'ils veulent, tu dois répondre à leurs attentes, donc c'est hyper prenant. Franchement, je sortais de là, j'étais lessivée. Mais c'était intéressant du coup, tu vois, parce que ça t'apprend des nouvelles skills, ça t'apprend, c'était sympa. Sauf que est arrivé un moment où j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui voulait se suicider. Okay. Et qui voulait parler au psychologue absolument, sauf que moi, le psychologue ne répondait pas, parce qu'il était en session et qu'il ne répondait pas et que je pouvais pas lui passer. Et j'ai pris du temps et j'ai raccroché toutes mes lignes. J'ai demandé à cette personne de patienter. Déjà, je me suis fait engueuler parce que tu comprends, en fait, j'ai dispatché mes lignes. Tu pouvais donner tes lignes aux autres gens, donc j'ai dispatché mes lignes, etc. Mais pour pouvoir le faire, il a fallu que je mette cette personne en attente. Okay. Et normalement, t'es pas censé devoir le faire. En fait, t'es pas censé devoir le faire patienter parce que ça peut le faire vriller, etc. Donc déjà, je me suis fait engueuler là-dessus. Okay. Alors qu'en fait, on t'entraîne pas pour ce genre de situation. Tu vois, quand on te forme, on te dit pas et comment on fait si le type il veut se suicider, tu vois. Donc du coup, déjà, je me suis fait engueuler là-dessus. Et après, en fait, je suis restée une demi-heure avec le mec au téléphone, quoi. Parce que j'ai aucune formation sur comment traiter une personne qui est... donc je ne savais pas quoi lui dire, je savais pas quoi faire, donc voilà. Et donc bref, je suis restée une demi-heure et en fait, on m'a dit « Ouais, mais c'est pas le protocole ». Et j'ai dit « Ouais, mais excusez-moi, mais le protocole, déjà, on me l'a pas enseigné, le protocole, donc vous êtes bien gentil, mais... Et puis en fait, comment je fais, quoi ? Comment tu fais ? En fait, tu dis quoi au gars ? Tu dis « désolé ». Appelez, alors il y a une ligne là, SOS, machin, quand t'as envie de après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand tu travailles en plateau, moi j'ai travaillé un petit peu en plateau aussi, c'est que du coup t'as des carnets avec des questions types et avec des réponses types, et du coup je sais pas si c'était la même chose dans le cadre du médical, mais du coup voilà, si on te demande à quelle heure ouvre, du coup tu dois aller à la ligne, on m'a demandé l'heure, ensuite tu dois répondre telle phrase, mais ça c'est le scénario normal. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais du coup, quand tu t'adresses exactement comme tu dis à tes responsables en demandant voilà, qu'est-ce que je fais dans un cas particulier,
En fait, c'est limite s'ils te disent ouvre le catalogue et puis tu vas bien trouver la réponse à ta question, quoi. Bah, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit c'était pas le protocole, quoi. Et puis on m'a dit t'as perdu. On m'a dit on t'a payé une demi-heure pour rien. Et je là en vrai, enfin vraiment t'as dit ça là. Enfin à quel moment en fait on me paye une demi-heure pour rien? Déjà je suis là, je suis pas chez moi, donc déjà de base tu me payes pas pour rien. Et puis enfin je suis absolument, j'en sais rien si j'ai sauvé la vie de ce mec ou si il s'est suicidé après, j'en sais rien. Hein. Mais tu peux pas, en fait, éthiquement parlant, tu peux pas dire aux gens non, prends pas le temps. Ouais. En fait, enfin c'est juste pas faisable. Pour moi, c'est juste incompréhensible. Tu peux pas. C'est comme si que tu vois, enfin en fait. T'as une course à faire, t'as le café à aller chercher pour ton patron et tu croises un type sur le pont qui veut sauter et en fait le café arrive froid et le gars t'engueule, tu vois. Le gars, bah non, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Et donc voilà, typiquement c'est ce genre de comportement où je suis incapable en fait de dire bah ok. En fait, tu te rends compte à des moments comme ça, finalement, que t'es pas aligné avec les valeurs des gens qui t'encadrent, en fait. Et du coup, que toi, t'as du mal à aller dans leur direction parce que, tout simplement, tu partages pas les mêmes valeurs, en fait, et que t'es pas aligné. Oui, et puis en plus, en règle générale, c'était... à chaque fois que ça m'est arrivé, j'en ai pas forcément beaucoup, des exemples, heureusement, mais je veux dire, chaque fois que ça m'est arrivé, c'était des cas où c'était juste de la gentillesse, quoi. Et on t'interdit d'avoir de la gentillesse et ça je comprends pas en fait que au profit pour faire du profit on te dit bah non, sois pas gentil, non, sois pas humain, juste humain en fait, c'est même pas gentil, c'est juste humain. Et donc non, je suis pas capable de faire ça. Donc voilà. Et est-ce que t'as pas l'impression justement que, je sais pas si c'est notre génération la meilleure que celle des autres, mais que justement on tend de plus en plus à des générations qui sont de moins en moins attachées à l'argent, mais de plus en plus attachées au cadre, aux valeurs, à tout ce qu'il y a autour. Ça a été, je pense, en plus d'autant plus accentué avec le Covid, où les méthodes de travail ont encore changé et où les gens sont beaucoup plus attachés au final au cadre de vie perso, aux valeurs, à tout ce que ça transporte, plutôt que juste à rapporter de l'argent. Alors que finalement, si tu apportes ce cadre-là et si tu apportes cet équilibre-là, tu deviens beaucoup plus rentable en fait, en général. C'est ça. Et puis il y avait, moi j'ai des tonnes d'exemples de gens avec qui je travaillais dans une animalerie et du coup pareil, c'est hyper rentable, tu sais, tu dois être à un poste et puis faut aborder le plus de gens possible, machin. En plus c'était une grosse animalerie genre Truffaut, donc c'est pas Truffaut mais enfin voilà, et donc t'as je sais pas 200 personnes dans l'endroit à un moment T. Et en fait, faut que tu abordes le plus de gens possible et tout ça. Et dès que tu prends un peu trop de temps pour demander aux gens vraiment ce qu'ils veulent, etc., tout de suite, tu es catégorisé comme l'employé ramolo, l'employé fainéant, l'employé machin. Et moi, j'ai des dizaines d'exemples de gens qui m'ont dit « On ne vient que chez vous parce que vous prenez le temps. » Oui. À moi qui m'ont dit ça, alors que à chaque fois, je me faisais engueuler. Je m'en foutais, c'est pas grave, tant pis, tu vois, mais j'ai des dizaines d'exemples qui me disent je ne viens que chez vous parce que c'est comme ça et que ailleurs on est traité comme un numéro et comme un billet de 10 quoi. Et que chez vous on l'est pas. Et moi je trouve ça hyper gratifiant personnellement. Et finalement ça te fait plus d'argent puisque ces gens reviennent. Oui. Alors que même moi je vois, je suis pas loyale à telle ou telle animalerie. Je vais là où le prix est le moins cher, machin, alors que ces gens étaient hyper loyaux, ces gens ne revenaient que là. Ouais. Donc je trouve que finalement, l'un dans l'autre, c'est juste plus intelligent de faire comme ça, quoi. Oui. Donc, mais on voit pas tous de la même façon. Non, c'est ça. Du coup, pour terminer, si tu devais aujourd'hui donner un conseil à quelqu'un qui est, disons, peut-être un petit peu au stade avant là où t'en es, ou si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui aujourd'hui a 20 ans, parce qu'on parlait ou 23, c'est-à-dire 10 ans en arrière, c'est quoi le conseil principal que tu pourrais donner ? Je sais pas comment le formuler, de vraiment se poser la question de ce qu'on veut. Et pour ça, de pas s'arrêter à ce que veut la société et à ce que veulent tes parents et à ce que veulent les autres, et vraiment te poser la question, toi, qu'est-ce que tu veux ? Et si tu sais pas, fais plein de choses. T'arrêtes pas à juste un truc en fait. Et n'aie pas peur parce que y a pas d'échec, il y a juste de l'expérience
Et ça, si j'avais su qu'il n'y a pas d'échec, qu'il n'y a que de l'expérience, je pense que j'aurais fait beaucoup plus dans ma vie que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'ai pourtant, je pense, fait pas mal de choses. Et si j'avais su que, n'aie pas peur, il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences et tout peut être une leçon positive, quoi, finalement. Ouais. On peut tout transformer en positif et de bien s'entourer. Je pense qu'on n'arrive nulle part tout seul. Bien s'entourer, ne pas avoir peur de faire des expériences. Ok. Voilà. Top. Merci Marie. De rien. Merci pour tout ça. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Shit Happens. J'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question, le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie perso. J'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie. N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs, et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez votre expérience avec les autres. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy.